Et Sophie Taillé-Polian, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice Génération, ici au groupe socialiste du Val-de-Marne, membre de la commission des finances. Également ici en plateau, Didier Rambaud, bonjour. Bonjour. Sénateur La République En Marche de l'Isère. Également avec nous, Grégoire Milot. Bonjour. Vous êtes président de l'agence de conseil en communication publique État d'Esprit Stratis. Et enfin, nous avons également le plaisir d'avoir en plateau Jean-François Husson. Bonjour. Bonjour. Sénateur LR de Meurthe-et-Moselle. Vous avez tout à l'heure interpellé vous-même le gouvernement sur sa gestion de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Vous n'étiez pas le seul, il y a eu pas moins de 4 questions sur ce sujet. On écoute d'abord les explications qu'a données tout à l'heure Édouard Philippe, le Premier ministre. Vous avez reconnu la nécessité d'un suivi médical de long terme. Il faut aussi un suivi épidémiologique strict qui doit s'appliquer à ceux qui sont intervenus sur le sinistre ainsi qu'à toute la population touchée d'une manière ou d'une autre. Si, comme vous le dites, l'état de catastrophe technologique n'est pas envisagé, quelle est alors votre solution pour indemniser les victimes? Dans le cas présent, le dispositif tel qu'il a été conçu, les critères qui ont été posés par la loi même, ne semble pas, en première analyse, adapté à ce que nous vivons. Pas complètement adapté. Dans tous les cas, je veillerai à ce que les mesures prises pour l'indemnisation immédiate des agriculteurs qui voient leur production, en vertu du principe de précaution, non commercialisée. Les riverains, l'ensemble de ceux qui subissent un préjudice ou un dommage. Je veillerai à ce que rien ne vienne exonérer la responsabilité de l'industriel. Comme pour la transparence, le gouvernement et l'État mettra tout en œuvre pour dire, pour mesurer et pour faire connaître l'ensemble des causes et des conséquences de cet incendie, de cette catastrophe industrielle. Jean-François Husson, comment est-ce que vous avez jugé la réponse, j'allais dire la réponse, mais ce sont les réponses d'Édouard Philippe et du gouvernement dans son ensemble, est-ce qu'ils vous ont rassuré? Non, pas complètement. D'abord, alors il y a une longue réponse. J'espère qu'elle n'a pas été, alors elle était étayée, ça c'est plutôt intéressant. J'espère qu'elle n'a pas été une forme d'écran de fumée pour masquer les insuffisances, les carences des 5 premiers jours. Je redis simplement que pendant 5 jours, 5 ministres sont succédés pour tenir des discours et des positions différentes. C'est un vrai sujet. Quelle est la vraie question aujourd'hui? C'est comment, à la survenance de l'incendie, quelles sont les méthodes pour assurer la transparence, la communication, à la fois proactive et pour rassurer les populations. Et aujourd'hui, heureusement, parce qu'il faut savoir que ce site, avec les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, ont mis en place une force d'intervention rapide. Il n'empêche, vous allez voir, dans quelques jours, vous allez voir la métropole de Rouen délibérer aux côtés de l'État pour se payer enfin les moyens qui étaient demandés par les territoires, c'est-à-dire plus de 400 000 €. Vous allez voir, ça arrive. C'est quand même dommage de devoir attendre un sinistre d'une pareille ampleur. C'est la raison pour laquelle le sujet de l'écologie, le sujet des catastrophes industrielles est un sujet majeur qu'il faut prendre à bras-le-corps. Alors Sophie Taillé-Polian, comment est-ce que vous-même vous jugez la gestion de cette crise par le gouvernement? On a noté le mea culpa d'Édouard Philippe sur la qualité de l'information qui n'a pas toujours été au rendez-vous. Il a tout de même avoué dans sa longue réponse, notamment au début de séance. Je crois qu'effectivement, on ne peut que reconnaître le fait que la communication du gouvernement a été plus que pleine de cafouillis. C'est grave parce que les habitantes et les habitants de Rouen attendaient de l'État qu'il les protège et qu'il les informe. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est vis-à-vis de c'est le rapport qu'a ce gouvernement avec les problèmes environnementaux, notamment les problèmes, je dirais, de gestion des risques et de prévention des risques. Quand on voit les décisions qui ont été prises, et notamment de remise en question d'un certain nombre d'études environnementales qui étaient préalables à certaines décisions auparavant, et ça, dans la loi État de confiance, a été remis en cause. Et d'ailleurs, il est visiblement question du fait que ces dispositions ont été mises en œuvre par le préfet, et donc ça a allégé les contrôles, ça a allégé les études d'impact, ça a allégé donc les mesures de prévention qui auraient dû être mises en place,
précisément dans ce cas. Quand je vois qu'à Paris, on entend parler d'un rapport sur la question du plomb qui a été mis sous le coude par le gouvernement, moi je m'interroge très fortement sur la façon dont ce gouvernement a de préserver la santé des Français en cas de risque et de pollution environnementale. Didier Rambaud, votre majorité est attaquée. Hein. Vous entendez Sophie Taillé-Polian. Oui. Vous n'êtes pas sensible aux questions environnementales. Qu'est-ce que vous lui répondez? À votre avis, vous pensez que je ne suis pas sensible. Donc j'éviterai à travers ce problème, cette catastrophe qui arrive, de vouloir polémiquer, voire même de caricaturer, quoi, dire qu'on est insensible aux questions environnementales. À la limite, je préfère l'approche qu'a eu mon collègue Jean-François Husson. C'est de regarder à partir de cet événement comment on peut s'améliorer. Visiblement, c'est clair. En matière de communication, de transparence, je pense qu'il y a besoin de trouver un nouveau protocole. Et puis en plus, on est dans une société de plus en plus exigeante, les réseaux sociaux, etc. Je suis sûr que cette catastrophe-là se serait déroulée il y a 20 ans, il n'y aurait pas eu les mêmes réactions. Bon, c'est comme ça. Bon, il y a 2 commissions d'enquête parlementaires qui vont s'installer. Elles vont faire... mission d'information du côté de l'Assemblée, une commission d'enquête. Donc c'est clair que beaucoup d'auditions, tout doit se faire dans la transparence, sûrement derrière des propositions. Et puis aussi, j'attire l'attention, derrière, ça va sûrement entraîner de nouvelles normes, ça va générer de nouvelles normes. Voilà. On est dans une société où on se plaint qu'il y a trop de normes, et hélas, dès qu'il y a un tel événement, eh bien, ça va générer de la production législative supplémentaire, et il va falloir en tirer les conséquences. Ça pose une question pour tous les territoires, c'est est-ce que nous sommes suffisamment armés pour gérer les sites Seveso, quel que soit le problème dans le territoire? Pratiquement dans tous les départements, on a effectivement des sites dits Seveso, c'est le cas dans mon département en Isère, notamment des installations chimiques. Ça va être l'occasion effectivement de regarder si demain matin on est capable de faire face à un tel événement. Grégoire Milot, on l'a entendu en séance, un certain nombre de parlementaires demandent à ce que l'État aujourd'hui il protège face à ce genre de situation. Vous, comment est-ce que vous jugez cette gestion de la crise par le gouvernement? En termes d'opinion, c'est assez intéressant. Je suis Rouennais, donc je connais bien le territoire et la situation. J'étais en contact avec un certain nombre de Rouennais. La manif d'hier, c'était « on pleure pas pour Chirac, on pleure pour l'ammoniac ». Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre de défauts qui ne sont pas nouveaux. C'est-à-dire que ayant l'expérience du travail avec les services de l'État depuis 30 ans, j'ai travaillé en particulier sur les PPRI, les plans de prévention de risques industriels. Vous savez, les uns et les autres, à quel point, quand il faut parler, il faut demander au-dessus, qui demande au-dessus, qui demande au-dessus. Et en règle générale, on ne parle pas. Comme vous l'évoquiez, aujourd'hui, la société de l'information va à une vitesse qu'il faut intégrer et gérer. Donc c'est vrai que de toute façon, ça pose la question d'une part de la transparence, ça a été dit par le Premier ministre. Dit et répété, d'ailleurs, il y a plusieurs reprises que toute la transparence serait faite sur l'ensemble du circuit de décision et d'information, aussi compliqué soit-il. Et ce qu'a dit le Premier ministre aussi est assez intéressant en matière de discours public, c'est... on n'a pas les réponses aujourd'hui à toutes les questions qui se posent. Parce que c'est vrai aussi, et je le comprends très bien, des gens que j'avais, des Rouennais que j'avais au téléphone, qui me disaient, voilà, nous on a besoin de savoir et on voudrait savoir si c'est mauvais pour la santé, si ceci, si cela, ce qui est complètement légitime. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas toujours tout savoir dans la minute. Donc en tout cas, en termes de communication publique, c'est évident que cette nécessité de transparence et d'ouverture ressort, mais aussi le fait d'intégrer qu'on ne sait pas tout de suite, forcément. Vous qui avez présidé une commission d'enquête parlementaire sur la pollution de l'air, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette commission d'enquête qui va être créée par le Sénat, Jean-François Husson? Alors d'abord, je pense que les auditions vont remettre beaucoup de raison et d'objectivité. Deuxièmement, ça va permettre également de décortiquer les mécanismes. Et moi, je pressens assez facilement que ce qui a été dit par mon collègue et ce que vous avez également évoqué, je pense qu'on va devoir bien encadrer, c'est-à-dire plutôt que des normes, je pense qu'il va y avoir de la réglementation. Moi, ce qui m'avait frappé dans cette commission d'enquête, on posait toujours deux questions à la fin, c'est pour agir contre la pollution de l'air, vous privilégiez quoi? Il y a différentes solutions, c'est bouger la réglementation ou la fiscalité. 90% c'était la réglementation, même si effectivement on n'aime pas plus que ça les normes, en disant si on travaille sur la réglementation, il faut travailler à livre ouvert pour permettre à tous les acteurs, les populations, les industriels, de se projeter. Et là, c'est la même chose. Moi, je jette pas. J'ai posé la question sur Seveso, la législation, est-ce qu'elle est adaptée? J'ai pas eu de réponse. Je pense que c'est bien de répondre sur la qualité des pompiers.
c'est mieux de répondre aux questions sur le fond et en tous les cas de tracer, de dresser les perspectives. Allez, on continue le débrief de ces questions d'actualité au gouvernement. Il y a un autre sujet sur lequel il y a eu plusieurs questions. Ce sujet, c'est le budget de la sécurité sociale. On écoute un extrait des questions d'actu et on revient juste après. La sécurité sociale, Madame la Ministre, est malade et vous ne prescrivez pas le bon remède. Pire, vous aggravez le mal. Vous remettez en cause plusieurs principes fondamentaux qui constituent à nos yeux le cœur de notre système de protection sociale. Vous mettez fin à l'autonomie de la sécurité sociale en ne respectant pas la loi Veil de 1994 et en la privant de près de 3 milliards d'euros avec la mise en œuvre des mesures d'urgence économique et sociale en réponse à la crise des Gilets jaunes. Le gouvernement entend-il uniquement agir sur le levier de la baisse des pensions d'aujourd'hui et de demain? Le projet de loi de finances propose de mieux prendre en compte les parcours de vie, de soutenir la petite enfance et l'accompagnement des familles monoparentales qui sont les plus vulnérables, mais aussi de prendre en compte des nouveaux risques sociaux, de simplifier l'accès aux droits et de poursuivre la lutte contre les déserts médicaux. Vous avez là les axes de ce futur budget que vous aurez à débattre dans les prochaines semaines et notamment au sein de votre commission, Monsieur le Président. Je voudrais que nous ayons tous en tête cette déclaration de Simone Veil. La sécurité sociale, c'est d'abord un immense progrès social et le plus puissant facteur de cohésion sociale qui existe en France, que nous avons le devoir de préserver pour les générations futures. Sophie Taillé-Polian, alors qu'est-ce que vous pensez de cette séquence autour du budget de la sécurité sociale? Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a dit qu'il y a un véritable tour de passe-passe qui a été fait par le gouvernement. Finalement, il ne va pas rééquilibrer les comptes de la Sécu comme il devrait le faire. Il va utiliser les comptes de la Sécu pour financer les mesures d'urgence qui ont été liées au mouvement des Gilets jaunes. C'est exact qu'en fait, on fait peser sur la protection sociale un certain nombre de décisions gouvernementales. Alors en faveur de la population pour les Gilets jaunes, mais en fait les décisions en faveur de la population, elles sont aussi liées à l'injustice fiscale. Donc en fait, on a un jeu de bento, je le confirme, qui finalement met en danger la sécurité sociale et donc les prestations sociales. Et on le voit très bien aussi sur la question de l'assurance chômage et des baisses massives d'indemnisation qui vont toucher les plus précaires. Donc pour financer un certain nombre de choses, notamment des baisses d'impôts de ceux qui payent des impôts sur les revenus, je précise que ce ne sont pas forcément les plus pauvres, c'est aussi des catégories sociales modestes, mais ce ne sont pas forcément les plus pauvres. On tape sur les prestations sociales et notamment sur l'indemnité chômage, qui là touche notamment les plus précaires. Didier Rambaud, Christian Eckert, l'ex-secrétaire d'État au budget, a dit si le gouvernement supprime des recettes de la sécurité sociale dès qu'elle revient à l'équilibre et la met ainsi dans le rouge, ce n'est pas la peine d'avoir fait Polytechnique pour comprendre qu'ils veulent changer de système. Est-ce que c'est un préalable à un changement de système pour la sécurité sociale? Non, enfin attendez. Que ce soit budget de l'État ou budget de la sécurité sociale, à la sortie, c'est le budget des Français. Donc soyons clairs. Donc là, on est quand même sur des jeux d'écriture. Moi, ça me choque pas quand même. Attendez, les mesures, ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Vous avez parlé d'assurance chômage, c'est autre chose. Voilà, c'est une autre. Je peux, merci. On s'est tous se respecter jusqu'à présent. C'est un autre dispositif, l'assurance chômage, mais non pas tout. Je veux dire les mesures sociales. Je veux dire que ce soit la prime d'activité, que ce soit les heures supplémentaires, la fiscalisation des heures supplémentaires, c'est bien des mesures sociales. Je veux dire, ça a bien des conséquences sur les recettes de la sécurité sociale. Donc, ça ne me surprend pas qu'effectivement, le budget soit, hélas, un peu plus aggravé pour financer justement ces mesures. Voilà. L'assurance chômage, c'est pas ça, on ne remet pas en cause l'assurance chômage à cause de cela. C'est parce que c'est une volonté de remettre à plat notre régime. Vous voyez, c'est l'histoire que la sécurité sociale, ce sont les cotisations des gens qui payent les prestations. Et là, vous vous servez de cela pour vos réductions d'impôts antérieures. Vous savez, l'ISF, et vous savez aussi les baisses d'impôts des entreprises. Vous mélangez tout. Oui, parce que le gouvernement mélange tout. Parce que justement, jusqu'à présent, on avait un budget de la sécurité sociale bien à part du budget de l'État. Et c'est ça que vous brouillez. Et c'est là que vous engagez, au fond, une réforme fondamentale par rapport à ce qu'est la sécurité sociale, un bien commun avant tout, de ceux qui cotisent. Mais en quoi la baisse des impôts est financée par le budget de la sécurité sociale? Mais parce que vous avez institué, monsieur, vous avez institué le fait que quand l'État décide que les cotisations sont allégées, eh bien l'État ne rembourse pas. Donc vous faites peser sur la sécurité sociale. Les cotisations sociales des heures supplémentaires, ça relève bien du budget de la sécurité sociale?
Donc, il faut bien le financer. Vous ne compensez pas les allègements de cotisations. Donc, vous décidez de faire en sorte... Non, il y a un peu de déficit. Mais bien sûr c'est pas un gros mot de le dire. D'accord. Jean-François Hussot, vous organisez. Un petit mot sur ce sujet, sur la sécurité sociale. Je pense qu'il y a d'abord des dérapages financiers, et je pense qu'il y a un dérapage beaucoup plus philosophique. La sécurité sociale, c'est un pacte social de la nation au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ce pacte, il est réinterrogé. Il est en danger. Il y a, je pense, un danger. Et donc, il faut mettre le débat sur la place publique. Parce qu'il reste, juste un mot. Il y a un dossier dont on parle trop peu, c'est lié au vieillissement, c'est le dossier de la dépendance. Oui. Ça, c'est un vrai sujet. Et il mérite d'être pris. Il y aura une loi, d'ailleurs. Sauf que les lois, ça fait 10 ans qu'on les reporte. Et le grand âge, il est là aujourd'hui. Il faut trouver 8 milliards d'euros, chers collègues. Mais il y a un vrai enjeu, mais il y a un enjeu social et sociétal. Et je pense qu'en interrogeant le pacte social, on regarde qu'est-ce qui doit relever de la solidarité nationale et qu'est-ce qui peut être porté par le secteur assurantiel. Alors avant de se quitter, on va parler du dernier thème de cette émission. Ce sont les marches de la colère, les manifestations de policiers qui ont lieu en ce moment, aujourd'hui. Sachez que depuis le début de l'année, 50 policiers se sont donné la mort. Écoutez justement un syndicaliste que nous avons interrogé dans les manifestations. L'état d'esprit aujourd'hui, c'est celui de la colère. La colère policière est réelle. C'est une colère froide, mais une colère certaine. Aujourd'hui, 51 suicides ont été déplorés dans nos rangs depuis le début de l'année. Une année noire exponentielle. On est là aussi pour manifester contre le ras-le-bol des policiers par rapport à leurs conditions de travail. Des conditions de travail qui se détériorent de plus en plus. Un management qui laisse aussi à désirer. On est là également pour parler de notre régime de retraite. Régime de retraite qui n'est pas sécurisé alors qu'il est. Il est inconcevable que les gendarmes, qui font partie du même ministère que nous, aient leur régime de retraite sécurisé, quand nous, policiers, on ne l'a pas encore. Est-ce que vous pensez légitime qu'un policier à 65 ans, 67 ans, puisse encore courir le voyou tel qu'il est aujourd'hui sur la voie publique? Impossible. Et Christophe Castaner a été interpellé dans l'hémicycle tout à l'heure sur ce même sujet. On écoute le ministre de l'Intérieur. On ne peut pas aujourd'hui évoquer les heures supplémentaires en négligeant la cause. La cause, c'est effectivement une baisse massive des emplois au sein de la police et de la gendarmerie. C'est effectivement une surmobilisation après les attentats de 2015. Et c'est aujourd'hui la nécessité de remettre tout cela à niveau. Madame la sénatrice, au terme du budget que je présenterai dans quelques jours devant votre Assemblée, le budget de la police nationale aura augmenté en 3 exercices de plus de 1 milliard d'euros. Dans le budget que je vous présenterai dans quelques jours, le budget de la police augmentera de 5,3%. Voilà, Madame la sénatrice, des réponses concrètes. Didier Rambaud, est-ce que la réponse de Christophe Castaner est à la hauteur de l'urgence que l'on a pu entendre tout à l'heure dans la voix de ce policier? On voit qu'effectivement, quand même, il faut aussi, au-delà de transformer ce pays, il faut le réparer. Je veux dire, réparer ce qui n'a pas été fait les années précédentes. Il y a eu des suppressions de postes en matière de gendarmerie et de police. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les fonctions régaliennes de notre pays, c'est une priorité. Elles seront affirmées dans ce budget, que ce soit en matière de justice, en matière de défense et en matière de sécurité. Donc il faut d'abord une réponse budgétaire. Le ministre vient de le confirmer. On aura l'occasion de l'examiner lors du projet de loi de finances pour 2020. Grégoire Milot, on le voit, cette crise qu'il y a, elle dépasse même les policiers. Les policiers, dans l'hémicycle tout à l'heure, on parlait des maires, on parlait des pompiers. C'est beaucoup plus large, ce sentiment d'abandon que ressentent certains des représentants de notre pays. Il y a un paradoxe d'image sur la police, c'est-à-dire que les études montrent bien l'adhésion que peuvent avoir les Français à l'égard de la police. La police est là pour les protéger, pour les aider. Et c'est vrai aussi que il y a un certain nombre de discours qui attaquent frontalement la police. D'ailleurs, j'ai écouté les questions tout à l'heure au gouvernement. Il y en avait une qui était sous-entendue mais qui n'a pas été explicitée. Ce sont les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, justement. Oui, sur les barbares et les policiers. Voilà, de la semaine dernière. On est évidemment sur ce fait. Je regardais hier une autre chaîne avec Frédéric Pechnéard qui présentait
présenté son livre et son engagement pour la police, mais on a présenté un certain nombre d'images qui ont pu choquer un certain nombre d'habitants sur des pratiques. Donc on est sur ce paradoxe. Jean-François Husson, effectivement, les policiers, ils dénoncent à la fois leurs conditions de travail, mais ils dénoncent aussi bien la stigmatisation systématique dont ils font l'objet, et cela est aussi lié au mois de crise des Gilets jaunes. C'est à la fois, il y a un côté surréaliste dans l'opinion qui veut être protégé pour parfois mieux mettre en cause ou remettre en cause l'autorité. Moi, je l'ai vécu ce week-end à Nancy où pour un peu plus de 1000 manifestants, par crainte des Black Blocs, on avait plus de 500 personnels des forces de l'ordre, plus un hélicoptère. C'est glacial et glaçant. Et c'est inacceptable dans une démocratie. La liberté de manifester, la contrepartie, on fait ça à visage ouvert. Et je vais vous dire, il faut qu'on s'interroge au moins sur une chose. Les difficultés sont les mêmes entre la gendarmerie et la police. Moi, je ne rentre pas dans la question des organisations. La gendarmerie a fait sa mutation avec succès, dans beaucoup de territoires de France ruraux, là où la police a plus de difficultés. Donc, il y a un chantier. Voilà. Ce n'est pas ma spécialité, mais il y a un chantier, il faut regarder les choses en face. Sophie Taillé-Polian, il y a un chantier, dit Jean-François Husson. Comment bien répondre au malaise des policiers 50 suicides quand même depuis le début de l'année. Je crois qu'il y a un véritable chantier qui est de deux ordres. D'abord, effectivement, il faut améliorer très sensiblement les conditions de travail des policiers qui ont des difficultés majeures, notamment dans leurs équipements. Oui. Alors, je n'ai pas en tête les chiffres Il y a eu les travaux d'ailleurs du Sénat. Non, mais je n'ai pas en tête les chiffres du nombre de postes. Mais il me semble quand même que parmi les corps de fonctionnaires, ce ne sont pas ceux qui ont été le plus touchés par les diminutions de postes. J'ai même souvenir qu'il y a eu pas mal de postes supplémentaires. Par contre, en termes d'équipement, de voitures, de commissariat, près de chez moi, le commissariat est dans un état indigne. Donc ça, c'est un véritable chantier très important. Puis il y a la façon dont fonctionne la police. Et ce qu'on lui demande de faire. Je crois effectivement que le gouvernement a eu un recours abusif aux forces de police. Alors il y a eu des situations très difficiles, ça c'est sûr, et les policiers étaient là. Mais il y a aujourd'hui, y compris dans certaines manifestations, des dispositifs policiers gigantesques, donc il ne faut pas s'étonner que les heures supplémentaires explosent. J'ajouterais qu'il y a eu aussi et il faut qu'à un moment donné, dans notre pays, nous puissions l'admettre, un certain nombre de choses qui ont été réalisées par certains policiers, de violences policières qui ont été avérées. On l'a vu quand même dans de multiples vidéos, à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises. Et ça aussi, si on veut que la communication reprenne de façon apaisée, de façon sereine, entre la population et les policiers, entre toutes les populations et tous les policiers, il faut que les enquêtes soient menées à terme, il faut que ces agissements qui, je pense, sont très nettement individuels, soit fini. Quand on voit un certain nombre de problèmes dans les quartiers sensibles, mais aussi autour des manifestations de Gilets jaunes, ou un certain nombre de personnels, même de la presse, ou des manifestants qui faisaient rien, voire des passants se sont retrouvés dans des situations qui ont mis en cause leur intégrité physique. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cette situation, et pour cela, le ministre de l'Intérieur, qui ne reconnaît absolument pas ces faits, porte une grande responsabilité. Didier Rambaud, oui, il y a effectivement la violence qui est subie par la police, et puis il y a aussi les violences policières. Oui, ça aurait été bien d'équilibrer un peu la réaction, parce que ne parler que des violences policières, il y en a eu. Je n'ai pas parlé que des violences policières. On a beaucoup insisté là-dessus. Ouais. C'est ce que vous souhaitez entendre. J'ai parlé des conditions de travail des policiers, et j'ai parlé aussi de faits individuels. Je ne pense pas que la police dans son ensemble soit évidemment, elle fait un travail très important. Non, mais parce que c'est important. Merci mais pour il ne faut pas non plus ne jamais en parler et nier qu'il y ait des violences policières, ce que le gouvernement fait. Justement, équilibrons un petit peu les choses. Merci. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat.